Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce midi là pour la première présentation de notre nouvelle version de plateforme. Donc, je suis très fier de pouvoir vous compter parmi nos premiers testeurs alpha. Ce que je vous propose avant de laisser Grégory vous présenter plus en détail et vous faire une démonstration de là où on en est sur cette nouvelle version de la plateforme, je vais vous expliquer un peu le déroulé en fait de cette phase alpha. Comment on va s'organiser surtout. Et puis, je vous propose, avant de voir les questions-réponses, de laisser dérouler l'ensemble de la présentation, notamment de la démonstration, et puis on reviendra autour d'un repas sur les différentes questions que vous pourrez avoir. Alors, sur cette phase Celtia, on en a parlé avec chacun d'entre vous, mais pour nous remettre un peu dans le contexte de ce que l'on souhaite faire, en tout cas les objectifs que l'on s'est fixés, on souhaite avant tout vous réserver un accueil 5 étoiles. Pour nous, c'est important de pouvoir vous mettre à disposition une documentation, des tutoriels, des exemples clairs et concrets à partir desquels vous allez pouvoir jouer avec cette nouvelle plateforme. On a un objectif fort également de vous offrir un maximum de simplicité dans la création de vos nouvelles applications web, notamment en vous proposant un environnement technique unifié, mais également sur les différentes phases de réalisation, de pouvoir avoir des phases de déploiement de debug et de monitoring intégrées à cette nouvelle version. Et en dernier lieu, bien sûr, l'objectif majeur pour nous, c'est de s'ouvrir un maximum au monde extérieur, en vous proposant notamment un support à différents langages d'extension, vous proposer également différents SDK, vous permettre de vous connecter à différents web services ou services extérieurs dans la réalisation de vos applications. On souhaite également s'affranchir de la problématique d'hébergement en vous permettant d'héberger. C'est également et c'est aussi ce à quoi va servir la phase alpha dans laquelle on rentre aujourd'hui. Alors, pourquoi on a souhaité faire cette phase alpha? Ce que l'on pense vous permettre de participer à l'élaboration de cette nouvelle version. On n'a pas la vérité en main et justement c'est pour ça qu'on souhaite échanger avec vous et vous faire tester ce que l'on réalise. Et on souhaite également vous permettre de pouvoir tester, déployer, héberger des applications et ça restera de façon gratuite sur l'ensemble de la phase alpha. Pour nous, l'objectif, c'est de valider l'ensemble des nouveaux concepts que l'on vous propose et de les améliorer, bien sûr, en fonction de vos retours, mais également commencer à créer une communauté active sur notre nouvelle version, toujours dans cet objectif d'open source. En l'occurrence, l'ensemble de la phase alpha va nous permettre de répondre à vos attentes, vous, développeurs, et vous permettre, encore une fois, d'avoir une solution simple, ouverte, et qui vous permet de réaliser rapidement de nouvelles applications. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire brièvement avant de démarrer. Je vais laisser la main à Grégory qui va vous faire la démonstration de la première phase alpha. Et après, je vous expliquerai le déroulé, ensuite comment on va interagir ensemble et comment on va pouvoir faire un suivi des évolutions de tout ce que vous pourrez nous dire. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Sur cette partie-là. Donc, comme l'expliquait Jean-Charles, l'objectif donc de Zetapush, Celtia, c'est d'être le plus ouvert possible sur l'écosystème. Alors, je vais commencer par vous présenter la landing page qu'on a mis en place, qui va vous permettre, vous, en tant qu'alpha, de vous intégrer, de vous inscrire sur la plateforme. Vous allez sur celtia-zetapush.com. Vous avez un formulaire qui va vous permettre, en saisissant vos informations, donc prénom, nom, email. Donc, je vais m'inscrire en live pour la démo. @zetapush.com. L'entreprise et le téléphone sont facultatifs et vous avez un mot de passe pour sécuriser l'accès à votre compte. Vous cliquez sur devenir le programme alpha et vous recevez ensuite un mail qui va vous demander donc de confirmer votre inscription pour pouvoir interagir avec la plateforme, valider votre compte. Donc là, vous atterrissez sur une landing page.
À terme, cette landing page sera renommée et vous atterrirez directement sur la documentation qui va vous permettre donc de savoir comment interagir avec la plateforme, comment installer et créer votre application. Toute cette documentation-là est open source sur GitHub, en plus de l'ensemble de l'écosystème JavaScript qu'on a mis en place. Donc vous avez une introduction, un quick start, un développeur manuel, un tutoriel qu'on déroulera par la suite, et un ensemble de guides de référence. Donc on va démarrer ensemble. Alors, on a mis JavaScript au cœur de l'écosystème Celtia pour toute la phase alpha. Donc pour créer une application avec Zetapush, vous utilisez la commande npm-init @zetapush. Donc c'est une commande standard qui a été introduite dans npm 6 qui vous permet automatiquement de faire appel à un système de création de templates de projet. Donc on va l'appeler on fait npm-init @zetapush. Le nom de notre projet, je vais l'appeler webinar. Donc ça va récupérer depuis npm un template de projet, vous posez différentes questions et l'instancier. Dans cette première version, on a... je vais le mettre en TypeScript. Pour le besoin de la démo, on va le mettre en TypeScript, ce sera un peu plus intéressant pour vous présenter le support qui est en cours là-dessus. Donc, vous récupérez le template de projet. On va vous poser différentes questions, notamment votre login et votre mot de passe, pour vous permettre de pré-remplir la configuration de votre projet. Et donc là, pour l'instant, ce qu'on génère, c'est du Vanilla.js, donc un HTML JavaScript sans framework. Mais ce qu'on va prévoir par la suite, c'est d'avoir différents templates, Angular, Vue, React, qui vont vous permettre, vous, développeurs, de utiliser votre techno front-end favorite. Donc, vous pouvez vous positionner là-dedans. Ensuite, on va vous utiliser votre environnement de développement favori. Pour moi, c'est VS Code, mais ça peut être Atom, ça peut être ce que vous souhaitez. Faire une petite modification. J'ai oublié où mon mot de passe. Donc là, on a un projet, c'est quoi? Alors, je vais vous présenter un schéma explicatif. Donc, Zetapush permet Celtia d'héberger et de déployer votre code front et votre code back. Ce qu'on appelle le code back ici, la dénomination dans tout l'écosystème, on appelle ça un worker. Je vous expliquerai par la suite pourquoi on a choisi cette terminologie-là. Lorsque vous déployez une application dans le cloud Zetapush, votre code front est hébergé et votre worker qui tourne dans la phase alpha sur du Node.js sont hébergés dans le cloud. Vous pouvez aussi interagir avec ce qu'on appelle des cloud services, qui sont des API clés en main, notamment pour gérer tout ce qui va être gestion d'utilisateurs, de la recherche, du stockage de fichiers, de la notification temps réel, de notification push. Votre worker va interagir avec ça. Donc, ce que vous déployez, ce que vos utilisateurs finaux consomment dans le navigateur, c'est un front hébergé par Zetapush qui appelle des API sur notre plateforme. Donc, si vous avez du code custom à créer, vous le mettez au sein de votre worker. Donc, on va reprendre ici. Pour reprendre la terminologie, donc on a un dossier worker qui va comporter notre code back spécifique et un code front. Donc là, on a du pur Vanilla.js avec un JS et un HTML basique. On a juste un client de connexion à Zetapush. Quand on est connecté, on fait une petite modification graphique sur notre page et on se connecte à un bouton clic pour appeler une méthode hello. Cette méthode hello, elle est implémentée dans notre worker. Alors, le parti pris qu'on a eu avec Celtia, c'est d'avoir le moins d'adhérence possible à des frameworks en termes de syntaxe. Ce que vous avez juste à faire avec Celtia, c'est exposer une API. Donc ici, c'est une classe JavaScript ou TypeScript. Et cette classe possède des méthodes. Ces méthodes constituent votre API publique. Donc, on va déployer l'ensemble. Alors, le support de TypeScript est en cours d'amélioration. Pour l'instant, on a encore besoin d'exécuter la phase de transpilation locale. Vous avez vu, au moment donné où j'ai initialisé mon projet, j'ai mis le flag TypeScript. Si vous ne mettez pas de flag, par défaut, c'est du pur JavaScript. Là, ça vous permet juste de bénéficier de TypeScript, sachant que par la suite, on proposera notamment
sucre syntaxique plus avancé si vous utilisez cette techno-là. Lorsque vous faites Zeta Push, votre code front et votre code back vont être packagés et déployés sur notre cloud. Donc, vous avez dans votre console un ensemble de loaders, de barres de progression qui vous expliquent où en est le déploiement. En règle générale, le déploiement dure entre 35 secondes et 1 minute en fonction de votre réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe durant cette phase-là? Votre code front va être packagé depuis votre environnement de dev, envoyé sur le cloud, mis au sein d'un serveur web. La même chose pour votre worker. C'est packagé. C'est d'un point de vue technique, il y a une image Docker qui est buildée à la volée qui embarque votre code back. Cette image Docker est déployée dans une infrastructure Kubernetes. Et cet ensemble de technologies nous permet de vous garantir une scalabilité et une redondance de votre code. Les cloud services, eux, donc toute la partie stockage de données de la plateforme, sont sur une plateforme qui est elle-même aussi redondée et mutualisée. Donc voilà, la partie déploiement. Donc si vous rajoutez d'autres fonctionnalités sur la partie front ou back, là-dessus, c'est une archive qui est construite, hein, donc vous n'avez pas de travail particulier à faire. Il suffit juste de respecter cette convention-là ou de spécifier quel dossier porte votre front et quel dossier porte votre back. Donc là, vous voyez, on a une application qui a été déployée. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, alors c'est une application très basique qui fait juste un Hello World. Lorsqu'on clique sur le bouton Hello, on a le message on a un retour qui est Hello World from JavaScript. En l'occurrence, c'est du TypeScript. Mais voilà, on est sur un principe de je fais une requête, j'ai une réponse qui est consommée par mon worker. Donc, ce qu'on va faire ensemble maintenant, on va dérouler le chat qui est présent dans la documentation, qui va vous permettre notamment donc, de mettre en place un chat basé sur le fonctionnel, sur un chat avec des personnages des Avengers, puisque c'est un peu dans l'air du temps. Si vous allez donc sur la documentation de Zetapush, dans le donc document de zetapush.com, on va masquer nos DevTools, on reprend le tutoriel. Donc au niveau de l'initialisation de l'application, c'est déjà fait. Pour simplifier le tuto et pour pas que vous ayez besoin de copier des lignes et des lignes de JavaScript et de la partie front-end, on a mis en place une archive qui est disponible que vous pouvez directement récupérer. Et donc du coup, dans votre application, vous avez juste à vous mettre dans le dossier front, supprimer l'existant, récupérer l'archive, la dézipper et vous allez avoir un front-end presque prêt à l'emploi. Vous dézippez ce dossier et on supprime l'archive, on n'en a pas besoin. Donc si on reprend cette partie-là, là c'est bien, on va avoir un front qui est prêt à être déployé. Maintenant, ce qu'on va souhaiter, c'est implémenter une logique métier relative au chat. Et donc, pour implémenter cette logique métier, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de stockage pour la persistance des messages, d'une gestion d'utilisateurs pour regrouper les utilisateurs de notre chat en un groupe cohérent, et un système de signalisation temps réel pour l'envoi de messages et prévenir qu'un nouveau message est arrivé dans le chat. Alors, comment ça fonctionne? Pour consommer ce qu'on appelle donc des cloud services, vous allez pouvoir les importer directement depuis un paquet NPM qui s'appelle @zetapush platform. Donc, on a repris la même philosophie qu'Angular. Tout l'écosystème officiel en termes de dépendance est disponible sur le scope @zetapush. Donc là, au niveau de votre API, vous allez dire, voilà, je vais avoir des dépendances vers le stack, messaging, group management. Et en fait, pour dire que mon API a des dépendances explicites vers des services plateformes, on va utiliser quelque chose qui ressemble beaucoup, qui va être très familier pour les gens qui font l'Angular, qui est l'utilisation de l'injection de dépendances. Alors, techniquement, on utilise exactement la même librairie que Angular, pour faire de l'injection de dépendances. Ça s'appelle Injection.js. Donc, au lieu d'avoir vous-même à créer vos singletons de dépendance vers l'API plateforme, vous les faites injecter.
en utilisant la syntaxe TypeScript. Si vous utilisez du JS, il y a une syntaxe équivalente qui vous permet de bénéficier donc de l'injection de dépendance. Donc là, mon API a une dépendance vers le service de Stack pour le stockage de données, le messaging pour l'envoi de messages temps réel et le groupe management pour la création du groupe de chat. Ces services plateformes-là sont des services plateformes qui vont être enrichis tout en cours de la phase alpha, puis de la phase bêta. Donc, le but, c'est de vous proposer les API qui vous rendent le plus productif possible. Si vous avez des besoins d'amélioration, si vous souhaitez créer vos propres API, les publier sur NPM et les consommer, c'est tout à fait possible aussi. À partir du moment où vous avez une classe qui est déployée et qu'elle est injectable, vous pouvez vous en servir comme un service au sein de votre worker. Maintenant qu'on a récupérer les adhérences à notre plateforme, on va implémenter vraiment la logique métier du chat. Alors, un chat, c'est quoi? C'est une conversation. Une conversation, ça peut se résumer comme étant un groupe d'utilisateurs qui vont partager ensemble des données qui sont les messages stockés. Donc, on va implémenter une méthode, createConversation. Cette méthode-là, on lui pose le mot-clé async, ce qui va nous permettre de bénéficier du support async await pour éviter d'utiliser les promises à l'intérieur de notre code. Donc, il n'y a pas de signature particulière. Toute fonction exposée au sein de votre API est une fonction publique. Si vous souhaitez bénéficier de privé, vous pouvez encapsuler ça via l'injection de dépendance. Mais le but, c'est tant que ce soit simple pour le développeur, une API publique égale une méthode de votre API. Donc là, on s'occupait de la création d'une conversation en ayant une dépendance vers la gestion de groupe. Là, ce qu'on va souhaiter, c'est ajouter un utilisateur. Donc, on va exposer une méthode qui va dire « Ah, moi, j'aimerais bien m'ajouter au chat ». Donc, comment ça fonctionne? Une méthode dans les workers prend un premier paramètre qui va être l'ensemble des données passées par l'application front-end vers le back-end et un deuxième paramètre qui est le contexte, qui lui est injecté par le serveur, qui va notamment donner des informations relatives à l'identité de la personne qui fait l'appel, quel est l'identifiant technique, par exemple, de la personne qui appelle le code. Si vous souhaitez, par exemple, mettre en place de la politique de sécurité ou du contrôle d'accès, vous allez avoir ce contexte qui va vous permettre de faire ces contrôles-là. Donc là, on ajoute l'utilisateur. On va souhaiter maintenant faire l'envoi de messages. Donc, on expose une fonction sendMessage et cette fonction sendMessage-là va récupérer les utilisateurs du groupe et via l'API de messaging, leur envoyer un message. Une fois que ce message est envoyé, on le stocke même pas. Donc, en parallèle, on le stocke dans un stockage sous forme de pile. Donc, on sauve ça. Très bien. Il va nous rester maintenant une dernière étape. La dernière étape, c'est la récupération de la liste complète des messages. C'est bien, on a pu créer la conversation, s'ajouter à la conversation, envoyer un message dans la conversation, et il va nous manquer du coup la récupération de la liste des messages. Pour ça, on appelle notre service de stockage, list, qui va nous permettre de récupérer les données. Alors, l'intérêt d'utiliser TypeScript, pour les gens qui sont familiers avec ça, c'est de bénéficier notamment de la documentation et du typage. Par exemple, quand je suis ici sur un service de Stack, j'ai accès à l'ensemble des méthodes et chaque méthode est typée en disant voilà quels sont les paramètres qu'elle prend en entrée, ce qui pour du développement back est quand même quelque chose d'assez confortable. Donc là, on a implémenté l'ensemble de notre API. Donc il y a un résumé complet ici dans la documentation. Petit point en termes de coloration syntaxique, c'est quelque chose aussi qui est en cours. Mais si je reprends le point, hein, tous ces documents-là sont open source. Si vous avez des issues ou des choses à nous remonter, n'hésitez pas. C'est vraiment ce qui est très important pour nous dans cette phase alpha. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est juste de connecter notre front. Alors, on a mis en place un petit contrôleur qui est en pur JavaScript, mais imaginez derrière que c'est votre logique front-end développée dans votre framework favori. La seule adhérence que vous avez ici, c'est un client de connexion à ZetaPush, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais ZetaPush a l'avantage d'être temps réel. C'est-à-dire que lorsque vous vous connectez à ZetaPush, vous avez un lien bidirectionnel qui est créé, donc vous pouvez bénéficier de notifications envoyées directement par le serveur. Pour bénéficier de ça, vous avez besoin d'un client de connexion. Et ensuite, donc là, vous créez votre contrôleur. Imaginez que c'est le bootstrap de votre application dans votre framework favori. Ensuite, vous vous connectez à ZetaPush. Une fois que vous êtes connecté, vous prévenez votre logique métier que c'est OK. Et on va pouvoir voir à quoi ressemble notre chat.
Donc là, je vais modifier blanc front. La partie, je vais intégrer donc la partie qui bootstrap l'ensemble de notre application. Donc, tout comme on a fait Zetapush pour déployer le code sur le cloud Zetapush. Pardon. Ah oui, pardon, merci. Donc là, en fait, c'était l'ancienne application. C'était l'application Hello World. Si je veux déployer mon application de chat sur sur une nouvelle application, j'ai juste à supprimer l'app-name et il y a une nouvelle application qui va être créée à la volée. Merci Aurélien. Donc, comme je disais, vous avez le Zetapush pour déployer l'application. Vous pouvez utiliser la commande ZetaRun qui va vous permettre de faire exactement la même chose, mais de le démarrer en local. Et si vous souhaitez en plus utiliser un serveur HTTP intégré, parce que vous n'avez pas forcément envie de l'installer, vous pouvez rajouter le flag HTTP serveur. Qu'est-ce que ça va faire? J'ai une phase que j'ai oubliée, pardon. C'est bien sûr de relancer TypeScript pour recompiler l'ensemble de mon JS, de mon TypeScript en JS. Et ensuite, je peux redémarrer mon worker. Alors, la différence entre le push et le run, elle peut s'expliquer de la manière suivante. Lorsque vous êtes en mode remote, tout tourne dans le cloud, enfin, tout est hébergé dans le cloud, votre front, votre worker et les cloud services. Quand vous démarrez en local, votre front et votre worker tournent sur votre machine. Le front est propulsé par un serveur web que vous avez qui tourne sur votre environnement et le worker par un Node.js qui tourne aussi sur votre environnement. Ce qui est intéressant, c'est de noter que en termes d'adhérence, on est sur en termes de dépendance, on est sur les services plateformes. Du coup, lorsque vous travaillez en local, vous tapez dans le jeu de données qui est celui de votre plateforme. Donc là, quand on passe du local aux distances, c'est intéressant, c'est que si on a fait un jeu de données, lorsqu'on push, le jeu de données est conservé. Et dans l'autre sens, si on souhaite débugger une application en production, on a juste à la faire tourner en local et on est connecté au jeu de données de production, ce qui peut être intéressant dans une phase de debug. Donc là, on voit qu'on a un serveur web qui a été démarré sur le port 3000. Hop. Et donc là, on nous demande donc de choisir notre Avenger. On va prendre Hulk, par exemple. Et donc là, on peut envoyer un message. Hello. Et on peut aussi attaquer. Donc là, on n'a personne en face et on a attaqué, mais les personnes en face vont avoir quelque chose d'un peu différent. Donc c'est une application de chat somme toute assez classique. Ce qui va être intéressant maintenant. Donc là, vous voyez ici, vu que l'application tourne en local, j'ai accès à un ensemble, donc à des logs qui me dit voilà, mon application a reçu un message create conversation avec un ensemble de paramètres et le résultat c'est undefined. Elle a reçu un autre message qui s'appelle get messages. Le but aussi, c'est que actuellement c'est un logger console, mais tous ces messages-là, tous ces retours-là seront disponibles dans une console web déportée qui vous permettra aussi de débugger une application distante. Donc, alors pour l'instant, on n'a pas testé ça, mais a priori, oui, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Donc là, on a démarré le code en local. On va du coup le pusher. Et vous allez, je vais partager avec vous l'URL lorsqu'il sera disponible et on verra ensemble. On pourra chacun choisir notre Avengers favori pour les gens qui ont un laptop, ceux qui sont juste avec rien du tout ne pourront plus en profiter. Mais voilà, donc là le but aussi, c'est donc là on est parti sur une phase de présentation de développement local pusher. Vous pouvez aussi bien sûr repusher et pusher autant de fois. À partir du moment où vous avez dans votre ZRC un application name donné, à chaque fois que vous allez pusher, vous allez modifier, réécraser le code front et le code du worker. Parmi les options qu'on va implémenter dans les semaines suivantes, il y a le fait de ne repusher que le front ou de ne repusher que le back. Par exemple, pour notamment, ici, vous voyez que la partie préparation de l'environnement et publication du composant web, c'est des phases très rapides. Les deux phases sont un petit peu plus longues. Si vous avez juste une modification du front, un hotfix à pusher, vous pourrez le faire aussi très simplement. Donc là, vous voyez, en un peu moins d'une minute, on va faire déployer là-dessus. Non. Alors, ce qu'on utilise, ça fait partie d'une stratégie mise en place à l'intérieur de Kubernetes qui permet donc de démarrer un nouveau nœud et lorsque le nouveau est démarré et fonctionnel, d'éteindre l'autre. Donc actuellement, on a zéro downtime sur la stratégie qui a été mise en place actuellement. Sachant qu'après, par la suite,
Le front est démarré avant le worker. Le front est déployé avant le worker actuellement. Mais de toute façon, là, on communique au développeur cette information-là. Après, bien sûr, dans le cas où tu souhaiterais peut-être inverser, avoir un besoin de déployer d'abord le worker, puis après j'utilise une API dans le front qui ne serait pas disponible sur le worker. le temps du déploiement. Ouais, que quelqu'un attaque l'application pendant le temps du déploiement. Ouais. Bon, c'est un laps de temps super court. Alors le but, nous, c'est que ce soit le plus court possible. Mais on va juste terminer la démo, parce que en fait, la vidéo est enregistrée. Donc là, si vous souhaitez vous connecter, vous pouvez, c'est sur font-z. Je vais mettre ça dans le webinaire pour ceux qui souhaitent le consulter. Alors, manager, je vais prendre Tor. Et on a déjà des attaques, hein, voilà, c'est Civil War, ou c'est Infinity War. Et donc voilà, le but c'est de pouvoir attaquer, d'échanger entre eux. Et lorsqu'on attaque, on a on a quelque chose de visuel là-dessus. C'est juste pour montrer qu'en fait il y a une petite logique métier là-dessus. Donc l'intérêt aussi, c'est là on l'a pas vu parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde de connectés dessus, mais c'est toutes les données qui avaient été stockées en local au moment donné où on développait en local sont conservées lorsqu'on déploie sur la plateforme, puisqu'en fait ces cloud services là qui portent en fait ce qu'on pourrait qualifier d'effet de bord, c'est-à-dire tout ce qui est stockage de données, stockage du fichier, gestion d'utilisateur, est un endroit qui est persistant à la fois entre l'environnement local et l'environnement cloud. Donc voilà pour la partie chat. On va arrêter pour cette attaque-là et je vais laisser la main à Jean-Charles pour le déroulement de la suite du webinaire. Merci Grégory. Je vais vous prendre encore quelques minutes avant qu'on puisse échanger autour de quelques mais. Juste, attendez, je remets ça en place. Alors, stock à la main encore, Grégory, non? Ok, là. J'ai l'impression. Désactiver le partage d'écran, c'est ça? Ouais. Tu peux mettre en grand, celui en bas à droite. Hop là. Merci. Après. Déjà, je vais vous présenter le découpage des différentes phases alpha qu'on a souhaité mettre en place. Donc là, vous avez vu aujourd'hui avec la démonstration de Grégory la phase alpha 1. Deux autres phases vont suivre en cours d'été et après à la rentrée. La phase alpha 2, donc en cours d'été, on va vous permettre d'enrichir les cloud services et on va les enrichir également de nous-mêmes. On va être à l'écoute bien sûr de vos attentes. Si vous avez des cloud services qui vous parlent plus, dont vous avez le plus prioritairement besoin, n'hésitez pas à nous en faire part et on pourra se concentrer dessus. On va vous mettre à disposition un outil de debug et de log et également finaliser le support de TypeScript puisque vous avez vu, ça fonctionne déjà, mais on a encore quelques petites choses à faire dessus. Sur la troisième phase alpha, on va vous mettre à disposition une console web qui va rassembler différents services qui vont permettre de créer de nouvelles applications, mais aussi accéder à des données de monitoring avec du DataVis. Et en parallèle de ça, on va vous mettre à disposition également différents squelettes de projets qui vont vous permettre de vous retrouver dans un environnement en lien avec les frameworks que vous utilisez particulièrement. Ça peut être Vue, pour toi Cédric par exemple, donc ça on l'a prévu. S'il y en a d'autres dont vous avez besoin, en tout cas qui vous intéressent, n'hésitez pas également à nous en faire part. Et enfin, le but c'est de passer en phase bêta, plutôt sur Q4 2018, où on va prendre en compte toute la phase alpha et stabiliser du coup l'évolution de la plateforme. En derniers éléments importants, et notamment en termes d'organisation, vous êtes bien sûr libre de participer ou non à cette phase alpha. Ce que l'on vous propose maintenant que ce premier webinaire va se terminer, c'est de nous réunir une fois par semaine
en présentiel ou non, puisqu'on va continuer à utiliser en parallèle ce mode webinar, et donc ça vous permet d'accéder à ces réunions à distance. On va se réunir une fois par semaine, 1 heure maximum le temps du midi. Ceux qui seront présents dans nos locaux pourront bénéficier d'un repas, bien sûr. Et à chaque fois, on déroulera un plan prédéterminé, notamment vous présenter toutes les nouveautés et évolutions qu'on aura pu développer entre chaque réunion. Les différents points chauds et discussions qu'on pourra avoir avec vous sur les outils qu'on va mettre à votre disposition, on va en parler juste après. Réaliser des tests en live de toutes ces nouvelles fonctionnalités et vous dérouler également la roadmap qui sera prévue pour la suite. Alors, comment échanger avec nous justement? Le point d'entrée, vous l'avez noté, Grégory vous l'a montré, c'est la landing page où vous allez vous inscrire sur celtia.zetapush.com, ce qui va vous donner accès à notre plateforme et vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Toute la documentation est centralisée sur GitHub sous le lien doc.zetapush.com. Dans notre démarche d'ouverture et de vous permettre de participer un maximum à cette nouvelle version, on a décidé également d'ouvrir les specs sur GitHub. N'hésitez pas à y participer dès le début. En marge de ça, vous allez pouvoir également nous soumettre vos commentaires et demandes d'évolution par pull request, toujours sur GitHub. Pour un échange direct avec l'équipe support mis à votre disposition, on a décidé d'utiliser un outil de chat sur Spectrum. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire directement sur spectrum.chat, c'est gratuit, et rejoindre bien sûr la communauté Zetapush. Et en dernier lieu, plus classiquement, vous pouvez utiliser le mail dédié à cette phase alpha pour Celtia, qui est celtia@zetapush.com. Voilà, alors au-delà de vous demander de participer et de notre intérêt à avoir vos retours sur cette nouvelle version, vous annoncer par rapport à votre participation. Les alphas les plus impliqués, notamment sur GitHub et durant les réunions, pourront gagner notamment pour le premier un pass à Node.js de 2 jours au Brestcamp. Pour les 2e et 5e places de ce classement, vous pourrez participer au Brestcamp pendant 2 jours, et de la 6e à 10e place, on vous propose un pass d'une journée au Brestcamp. Voilà. En marge de ça, avant la phase alpha 2, on vous proposera un autre concours qui récompensera les personnes qui auront réalisé les applications les plus sympas sur cette nouvelle version Celtia. Ça, on en reparlera dans une réunion ultérieure. Merci de votre participation. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange ensemble questions-réponses autour du repas prévu. On va donc couper maintenant le webinar et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine réunion de suivi. Merci à tous.